Bonjour, Bonjour, ça va? ça va et vous? Bien. Hier, alors, on a été coupé en, à la fin du cours. Bon, c'est pas grave, on va juste finir. Il nous restait juste la dernière partie. Du coup, c'est notre dernière séance alors. C'est ça, oui. Ok. Donc, tu as Je annulé crois. aussi, enfin, vous avez annulé aussi celle de lundi. Donc, vendredi et lundi alors. Bah, on avait notre dernière séance, ça allait être celle de lundi, mais du coup, je peux pas. Donc, oui, c'est lundi. Parce qu'on avait vendredi aussi une séance qui a été reportée à jeudi, à aujourd'hui. Oui, Et, oui. et, euh, J'ai déplacé la séance de demain à aujourd'hui. Et voilà. Et du et coup, tu on a as. annulé. Ok, d'accord. Euh, Ok, donc on va finir ça et ensuite j'ai passé un texte sur le temps. On verra ça après. J'ai envoyé ça dans le groupe WhatsApp. Est-ce que tu as des questions sur le texte? Bon, avant, je vais quand même finir ce qu'on était en train de dire. Alors dans la dernière partie, 1000. euh, et, euh, alors pour rappel, ici. Il critique donc cette conception commune qu'ont la plupart des gens de suivre absolument la nature. Si on suit absolument la nature, bah, ça devient irrationnel et immoral. Les deux concepts d'irrationalité et d'immoralité bah, constituent le A et le B. Alors j'avais parlé de sa thèse polémique, mais bon, ça on met de côté. Euh, donc le B, ce que j'avais dit, c'était bah, du coup la perception irrationnelle de suivre absolument la nature parce que de toute façon, euh, parce que l'homme, lui, il vit en modifiant son espace, enfin, son environnement, son espace naturel. Alors, on va me dire, on me rétorquera que les animaux aussi, c'est pareil, oui, mais sauf que lui, il le modifie à sa manière, il le modifie avec toujours de la nouveauté, avec en se réappropriant le milieu de façon particulière. Et on avait aussi brièvement parlé, il me semble, du mythe de Prométhée. Je ne sais pas si j'en avais parlé. Ce mythe, oui, j'en ai légèrement parlé, où l'homme, ça c'est un mythe qui est raconté par Platon dans le Gorgias. Et là, il raconte ce mythe où l'homme, à l'origine, était complètement démuni. Il était le plus faible des animaux. Et c'est Prométhée qui vole le feu à Héphaïstos pour le donner aux hommes, Mm. pour qu'il y ait un peu plus d'équilibre. Sauf qu'en fait, en donnant le feu, les hommes deviennent extrêmement puissants, tellement puissants qu'ils sont presque les égaux des dieux. Et ça crée du coup un autre déséquilibre en faveur du coup des humains. Et tout ça tout simplement pour expliquer que l'homme, lui, euh, il a un impact dans son environnement qui est particulier. Il lui est propre. Il transforme la nature au nom du progrès, au nom d'une évolution, toujours perpétuelle. Alors que les animaux, c'est quelque chose les animaux, ils modifient leur environnement, mais pour perpétuer toujours la même chose, pour élaborer toujours la même chose. Et les hommes, non. Ils tentent à s'améliorer. Mais il y a un contrepoids à ça. C'est la destruction de l'environnement qui a en retour un impact aussi sur notre mode de vie, comme le nucléaire, les OGM, etc. Voilà pour le grand B. Le grand C, c'est un aspect immoral, une perception immorale de suivre absolument la nature. Euh, Ici, Mill, il dénonce le sous-entendu qui, derrière cette expression de suivre la nature, comme quoi la nature ne produit que de bonnes choses pour l'humain. Elle ne fait que de bonnes choses pour l'humain, alors que c'est une illusion totale. Euh, Mm. Puisque déjà, d'une part, euh, il y a les catastrophes naturelles, il y a les épidémies,
Et en plus de ça, il y a aussi, si on voit le rapport entre les animaux, on voit bien que c'est extrêmement violent. Euh, Tout ça, toutes ces catastrophes naturelles, ces épidémies, et même, bon, bah, même parfois des attaques de certains animaux, sont perçues comme des malheurs pour les humains. Donc, on ne peut pas euh, vivre à l'image de la nature. Et par conséquent, on avait dit que Mill fait partie de ce courant utilitariste. D'ailleurs, il a écrit un ouvrage, ça s'appelle L'utilitarisme. Et dans l'utilitarisme, si on agit de telle sorte à ce que ça nuit au bonheur du plus grand nombre d'êtres humains, alors c'est immoral. Et ça, c'est ce que tend à faire la nature. La nature, elle ne se soucie pas. Enfin, les animaux, quand ils sont, les animaux ne se soucient pas euh, du plus grand nombre ou de telle minorité ethnique, etc. Ils agissent par instinct de survie. Au fin de compte, suivre la nature, euh, ce n'est pas, euh, ce n'est pas la suivre totalement, hein, ce n'est pas l'imiter complètement, mais uniquement le prendre comme point de départ ou alors s'en inspirer dans son évolution. Et ça s'arrête là. Voilà. Est-ce que tu as des questions sur ce texte? Oui, en fait, il y a une question. Est-ce que moi, enfin, par exemple, si à un moment, enfin, c'est un peu global, on va dire. Si à un moment, je sais pas, j'aurais voulu pas critiquer le texte, mais ouais, en fait, si un peu critiquer quelque chose que l'auteur a dit. Je sais pas, par exemple, si à un moment l'auteur se contredit, est-ce que je peux critiquer ou pas ce qu'il a dit? Enfin, critiquer, c'est large, je veux pas faire 20 000 phrases, enfin 10 000 phrases, c'est juste vraiment pour, je sais pas, en une ou deux phrases, dire, je sais pas, critiquer ou Euh, prendre du recul, quoi, par rapport à ça, ce qu'il dit. c'est rare qu'il y ait un auteur qui se contredise ou alors quand on vous donne des passages où les auteurs se contredisent. Mais s'il y a un passage qui peut être remis en question éventuellement, là, on peut faire appel à d'autres auteurs. Mais là, le souci, ici, lors de l'examen portant sur un texte, c'est de montrer la valeur du texte. Hum, Euh, c'est de montrer qu'est-ce que l'auteur apporte à la société d'un point de vue critique. Alors, on peut émettre certaines réserves. Là, oui, là, je suis d'accord avec toi, on peut émettre certaines réserves. À certains moments, voilà, on peut dire oui, mais je ne sais pas, on peut dire par exemple ici, dans le troisième passage, Mill, il est légèrement polémique parce qu'il nous dit, voilà, il va à l'encontre justement de ce que dit Épicure, comme quoi, pour Épicure, il, euh, il, euh, lui, il favorise les désirs, les plaisirs, etc., essentiellement physiques. Et Mill, il se dit qu'on ne peut pas se contenter de ça. Ce serait agir comme des humains. Sauf que là, on pourrait critiquer un peu Mill en disant que c'est un peu du réductionnisme de projeter ça sur certains philosophes. Épicure ne pense pas exactement les choses comme ça. Lui, il est un peu plus modéré dans ses propos. d'accord, ok. Éventuellement. Généralement, c'est quand un auteur critique un autre auteur. Là, là, on peut mettre des réserves face à ce qu'il dit. Par exemple, quand on avait abordé le dernier texte de Leibniz sur Descartes, il critique Descartes sur beaucoup de points. Mais au fond, est-ce que c'est réellement ce que nous dit Descartes? Est-ce qu'au fond, Descartes, il n'aborde tout simplement pas les choses d'une autre manière? Et c'est pas forcément faux, ce que dit Descartes. Donc, là, on peut éventuellement mettre des réserves sur le texte de Leibniz ou ici de Mill à ce sujet-là.
Mais il faut savoir que le but d'un commentaire de texte, c'est de montrer la valeur du texte, qu'est-ce qu'il Ok, apporte à la société, en fait, enfin, de manière générale, qu'est-ce qu'il apporte de bon, en fait. Quelle est la réflexion intéressante qu'il apporte. ok, d'accord. D'accord. Et bon, ah oui, en fait, hier, je vais vous le dire, mais j'avais rédigé enfin l'intro Oui. pour le texte, juste pour voir si. Enfin, Lequel? c'est quoi? Attendez, la nature. À la nature, celui de la nature, d'accord. Vas-y. Attendez, non, pas la nature, désolé, c'est la libre arbitre. Oui, oui, vas-y alors. Ok, voilà, c'est celui que j'ai fait sur le libre arbitre, je l'ai pas fait sur la nature. Je me Oui, suis oui, trompée. sur les barbitres, vas-y. Ok. Le texte que nous allons Ok, le texte que nous analyserons est un ensemble de remarques faites par Leibniz sur la partie générale des principes de Descartes. Ainsi, le thème de ce texte est le libre arbitre. Leibniz aborde la manière dont nous percevons les objets extérieurs et éprouvons nos sentiments de manière involontaire. Le problème que l'auteur se propose alors de répondre. Non, le problème auquel l'auteur se propose de répondre est le suivant. Qu'est-ce que le libre arbitre et comment nous pousse-t-il à prendre des décisions? Autrement dit, sommes-nous complètement autonomes et libres? Que devient alors le libre arbitre quand nous n'avons pas le choix qui se propose à nous? La thèse que l'auteur va défendre est que la véritable libre arbitre s'exerce dans nos actions et non dans la perception et les jugements immédiats. Afin de répondre à cette question, nous étudierons l'argumentation que soutient la thèse en 3 points. Après, je sais rien ça. Ça, c'est de la première ligne à la deuxième, à la quatrième. Nous étudierons la manière, etc. Enfin, j'ai pas dit Mm. le. Ah non, c'est bon. Je te propose, tu m'envoies ça sur WhatsApp et D'accord. après je fais une petite correction. Et je t'enverrai ensuite, je te renverrai le texte avec la correction. Mais déjà, quelques éléments. Il faut éviter de dire nous allons voir le texte, machin. De toute façon, le correcteur, il l'a sous les yeux. Donc, pas besoin de spécifier ça. En Ouais, fait, ok. là, on, on dit des choses qui sont déjà présentes là sous les yeux. Donc, ça, c'est pas nécessaire. D'accord, ok. Ensuite, la thèse de l'auteur, faut pas l'évoquer en introduction, mais plutôt tout au long donc, du développement et en conclusion. Là, euh, en introduction, c'est plutôt les questions qui se posent et comment va-t-il faire pour y répondre. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Ok, ben, j'ai reçu ça, je verrai ça Oui, oui, bah. aujourd'hui et je te verrai ça demain ou je vais voir. Je vais voir. Alors, euh, ben, on va attaquer le texte suivant. C'est un texte de Bergson. Alors, Bergson, c'est, selon moi, l'un des plus grands auteurs philosophiques français du siècle dernier. Il est mort en 1941, il me semble. Et c'est un spiritualiste. Il fait partie du courant spiritualiste. Et il a vraiment marqué le paysage intellectuel français. Euh, alors, en 40 ou 41, je sais plus. Et Bergson, donc il a parlé de plusieurs choses, et ici il parle du temps. Et il a une perception du temps qui s'écarte de celle de la science. On verra ça après euh, à, à la suite du texte. Alors là, c'est un texte qui est un peu moins compliqué que celui de Leibniz, mais peut-être un peu plus compliqué que celui de Mill. Mais ça reste quand même abordable.
Voilà. Alors, je te laisse 10 minutes, 5 ou 10 D'accord. minutes pour le lire et 10 minutes pour le lire et mettre de côté ce que tu comprends pas euh, et éventuellement les définitions qu'il apporte, les oppositions qu'il y a si tu en vois. Et voilà, juste une première lecture. Et ensuite, on réfléchit et on voit la problématique une fois après. Voilà. Je te laisse 10 minutes. Oui, ok.
Est-ce que c'est bon ou je te laisse encore une, 2 minutes? Bah, ça va, mais j'ai pas. Oh purée. Attends, ah oui. En fait, j'ai pas soulevé des mots que je comprenais pas. Enfin, il y en avait D'accord. que j'ai pas compris au début, par exemple. Mhm. Euh, J'utilise le mot. Attendez. Moi, en fait, quand ils enchaînent des mots, par exemple, imprégnons la succession de simultanéité, et ben en fait, ce qu'il veut dire par là, on est d'accord, c'est le fait que. Enfin, simultané, c'est. Enfin, Tu es où? Tu sais à quel passage? euh, Ah oui, c'est bon, je vois où on est. C'est à 11e. ok. Euh, 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 c'est que nous éliminons des images spatiales et que nous apprenons les solutions. Oui, c'est qu'en fait, ici, il fait le rapport entre le temps et l'espace. C'est que pour comprendre cette succession dans l'espace, pour comprendre cette succession du temps entre avant et après, on est obligé de faire un référentiel spatial. C'est-à-dire, on est obligé de s'imaginer, par exemple, une ligne, et dans cette ligne, enfin, c'est dans cette flèche qui caractérise le temps, bah, il y a un avant et l'après qui est le futur. On est obligé de se représenter dans l'espace. Et, euh, alors qu'en fait, tout ce que nous vivons, nous le vivons avec une impression de simultanéité. Et donc il y a ce rapport-là entre les deux. Mais ça, on le verra après. On va d'abord essayer d'analyser on va commencer étape par étape. Euh, alors, qu'est-ce que tu comprends de ce texte? Qui parle du temps. Après, il associe aussi ça à une musique. Il va prendre ça pour schématiser, etc. Oui. Après, il utilise aussi justement l'espace, comme vous l'avez dit. Il utilise voilà, plusieurs, enfin, oui, plusieurs modèles, plusieurs choses que nous connaissons, la vie courante, pour nous expliquer, bah, lui, enfin, son, son point de vue par rapport à ça, par rapport au temps et par rapport au fait que euh, bah, qu'il ne comprend pas comment. euh, En fait, il n'adhère pas à une représentation du temps. Il a sa propre représentation, mais il y a une représentation du temps auquel il n'adhère pas. Et ça, c'est en le voit au tout début du texte, que le temps implique une succession. Ça, est-ce qu'il est d'accord avec ça? Oui, il a dit ça, ça lui convient. Enfin, ça lui va. Oui, il est d'accord avec ça. Donc, que le temps implique une succession, ça, d'accord. Mais là, euh, là, il fait un rapport, un parallèle entre cette succession et quoi? Cette succession et quand il dit qu'il n'est pas d'accord avec ça, il fait un rapport avec la succession et Non, la conscience. ensuite, donc, en fait, d'abord, il va dans le sens de la science en disant la succession comme, enfin, le temps comme succession, ça, je suis d'accord. Mais ça, c'est d'un point de vue, on va dire, physique, empirique, sensible. Voilà, ça, d'accord. Mais ensuite, ça, c'est dans le domaine sensible. Et qu'est-ce qui s'oppose au domaine sensible, selon toi? Donc, on a le domaine sensible. Le domaine sensible, c'est le monde de la matière. Et qu'est-ce qui s'oppose à la matière? C'est, Imaginaire, oui, l'intellectuel ou le intellectuel. spirituel. Donc là, on nous dit, dans le sensible, dans la matière, d'un point de vue purement scientifique, il est d'accord. Mais si on sort de la matière, c'est-à-dire qu'on rentre dans le monde intellectuel, là, qu'est-ce qu'il nous dit concrètement? Quel est euh,
qu'est-ce qu'il nous dit ici vis-à-vis de cette succession une fois euh, qu'on sort du monde matériel? Quand on sort du monde matériel, donc il y a un terme ici qui vient caractériser le monde intellectuel, le monde spirituel. C'est quoi? Quel est le terme ici dans la deuxième phrase? Conscience? Oui, conscience. En fait, ici, par le mot conscience, on comprend que on sort de la science pure et dure et on rentre dans le domaine des sciences humaines, d'accord? Et notamment dans l'analyse de la perception de la conscience par l'homme et non pas enfin, par l'homme, donc par sa conscience dans sa vie de tous les jours et non pas dans le monde matériel. Et là, qu'est-ce qu'il nous dit, du coup, Bah que, vis-à-vis de ça? Quel est son point quelle est son opinion? Quelle est son opinion de la succession du point de vue de la perception de la conscience? bah, que c'est... enfin, il comprend pas, il est pas d'accord sur le fait que nous, on Voilà, puisse... il n'est pas d'accord. C'est Mm. ce qu'il dit à la fin de la phrase. De la Oui. seconde phrase, c'est ce que je ne saurais accorder. Donc, on voit bien ici déjà une opposition. Donc, pour rappel, c'est une opposition entre quoi et quoi, du coup? Pour savoir si tu as bien compris. Entre bah, la succession, les choses, Oui, comment on la les visualise. Oui, mais du coup, il fait une opposition entre quel type de Ah oui, succession? d'accord. Entre enfin, l'intellectuel et la perception intellectuelle et la perception scientifique. Oui, enfin, la succession perçue d'un point de vue scientifique et, euh, du monde sensible, cette succession-là, voilà, sur l'analyse purement scientifique, oui, ça d'accord. Mais ensuite, si on le rapporte à notre vie de tous les jours, à notre vécu, à notre conscience, c'est ça en fait. Derrière le terme conscience, c'est ça, c'est le vécu, c'est l'homme, comment il perçoit le temps, ben, il n'est pas d'accord avec, il ne perçoit pas ça comme une succession. Est-ce que toi, quand tu, par exemple, bon, de toute façon, il va le donner, il va donner un exemple après, mais la musique, ça, c'est un très bon exemple. Tu vois bien que dans la musique, tu as une impression de continuité. T'as pas une impression de simultanéité, c'est pas la même chose. Tu as l'impression que il n'y a pas, tu n'entends pas chaque note. Enfin, tu peux essayer essayer de percevoir chaque note, mais tu vas plutôt te focaliser sur tes sentiments, tes émotions que tu ressens à travers cette musique, sur, sur ton vécu vis-à-vis de cette musique. Et tu vas Mm. pas analyser ça d'un point de vue scientifique en décomposant instant par instant la musique. D'ailleurs, c'est même pas possible d'un point de vue humain. On est obligé de faire appel à des instruments pour ça. Mm. Bon, de toute façon, là, on a un peu anticipé sur la suite du texte. Mais je n'ai pas compris comment vous avez su que c'était une succession du point de vue scientifique pour la première phrase. Ça, de toute façon, c'est en analysant le texte en entier. Ok, d'accord. Ok. En analysant le texte en entier, parce que ça pourrait être en fait contradictoire, parce que d'un côté, il dit la succession, je suis d'accord, mais après la succession, je ne suis pas d'accord. Donc là, on se dit, il y a un problème qui ne va pas. Et pourquoi est-ce que d'un côté, il est d'accord et après, il n'est pas d'accord? Tu vois? C'est pour ça qu'il faut voir les oppositions qu'il y a. Et en fait, là, on se dit, bah, en fait, dans le deuxième, dans la deuxième phrase, il n'est pas d'accord avec la succession perçue par la conscience. Ça, Oui. il n'est pas d'accord. Donc, du coup, c'est quoi cette autre. Ah, euh, l'opposé. Ouais, c'est quoi l'opposé, du coup? C'est quoi Ok. la première phrase? Qu'est-ce que ça implique? Si c'est pas la succession perçue par la conscience, ça, c'est quoi? Et en fait, c'est une perception, tout simplement, euh,
matériel, sensible, mécanique, en fait. C'est ça, mécanique, tout simplement. Donc, il y a une différence ici entre le monde naturel, les phénomènes naturels qui se produisent d'instant en instant, qui se suivent mécaniquement, voilà, qui obéissent à une loi de causalité, et une différence entre l'expérience et le vécu humain. C'est ça, en fait. En fait, là, déjà, on a déjà pratiquement tout dit, là, en fait. Sur ces deux phrases, on a pratiquement tout dit sur le texte. Ouais, c'est... Après, la suite du texte, toute la suite du texte, il explique, en fait. Juste, il donne plus de détails. Mais bon, on va quand même continuer. Donc, là, il fait une autre opposition entre deux termes, ici dans la troisième phrase. Quelle est l'impression que nous avons? Nous avons une impression, attends, nous avons une impression de, attends, juste quelques, bon, ici, la troisième phrase est un peu compliquée. Quand on écoute une musique, on a une impression que les notes se suivent, d'accord? Que la mélodie, elle se suit, d'accord? On passe d'un, on passe comment on appelle ça, d'un ton musical à un autre. Voilà. Ça fait des vagues comme ça, et c'est jamais linéaire en musique, c'est normal. Et on a comme ça l'impression que on passe d'une note musicale à une autre. Ça, d'accord. Donc, on n'a pas vraiment l'impression que tout est simultané. Parce que si c'était simultané, ça veut dire que la musique, elle ne dure qu'une seconde, et c'est fini, quoi. Mais il rajoute un point à la fin de cette phrase. En fait, c'est la continuité. Et là, il oppose continuité et succession. C'est la continuité et le fait de ne pas pouvoir décomposer une musique. Est-ce que toi, tu peux décomposer euh, une musique comme le font les instruments scientifiques? Non, c'est pas Non, tu n'as pas possible. cette capacité-là. Non. Tu es obligé, voilà, il y a des limites aux perceptions que tu as. Et c'est cette limite de tes perceptions et cette impression du coup de continuité qui fait que tu ne perçois pas les choses de manière simultanée. D'accord? Donc ici, il prend l'autre pendant de la succession qui est la simultanée. Qu'est-ce qui s'oppose à la succession? C'est la simultanéité. Ici, dans ce passage, dans ce troisième paragraphe, pour dire les choses autrement,
il y a la perception scientifique de la succession et il y a une perception de la succession d'un point de vue humain qui est la continuité. D'accord? Est-ce que tu vois la différence? Il y a la Euh, succession d'un point de vue scientifique, c'est-à-dire qu'on va décomposer les éléments d'instant en instant, d'accord? Et il y a les décompositions du temps d'un point de vue humain, d'un point de vue de nos perceptions. Parce que nous sommes limités, en fait. On ne peut pas décomposer comme ça, de manière très précise, comme le fait la science, chaque moment, chaque instant. ok, oui. On a l'impression qu'en fait, euh, euh, on a l'impression que, hum, on a l'impression que c'est comme un flux, un fluide, enfin un flux de son, d'accord? Et pas une succession comme ça d'instants, d'accord? On a l'impression que c'est une continuité. D'accord. On va dire que c'est on va dire que la continuité, la perception de la succession d'un point de vue humain, la continuité, c'est quelque chose d'un peu moins précis, un peu plus sommaire que la science. Donc, je vais ici de faire écrire ici. Donc ici, il y a une différence entre, déjà dans le début du texte, euh, entre, entre succession mécanique euh, du matériel scientifique. Ah. Et la succession comme continuité par l'humain, pour l'humain. Voilà. Et si je t'ai mis ici sur l'écran, là, je t'ai mis la différence entre les deux. Donc, on a une différence de succession et l'une est plus précise que l'autre. La différence entre une succession égale précise, euh, ouais, mécanique, et la continuité. Non, on va rester sur ça. Et la succession comme continuité pour l'homme, pour l'humain, euh, en rapport avec, qui donne une impression de durée. Alors, comment est-ce que je peux donner, comment est-ce que je peux expliquer ça davantage? Et la succession comme continuité pour l'homme, qui marque son vécu, comme continuité pour l'homme, comme vécu, comme quelque chose de, comme un vécu, voilà, Mais une petite question. expérience, vécu, expérience humaine, voilà. Une question, quand on parle de succession mécanique, matérielle ou scientifique, c'est pas une analyse. Sinon, on parlerait d'analyse. Nous, on parlait d'analyse. La succession mécanique, matérielle ou scientifique, bah, elle est faite. Enfin, c'est une succession, quoi. Une succession, c'est plein de trucs ouais, qui Oui, succèdent. en fait, euh, ici, la perception scientifique, c'est qu'il y a d'instant en instant. D'accord? Les choses se passent d'instant en instant. C'est une cause entraîne une autre cause. Euh, euh, il y a à chaque instant, on a par exemple des atomes qui agissent dans telle direction et qui entraînent des conséquences dans d'autres directions. Qui entraînent des conséquences. Voilà. C'est comme ça une continuité du mouvement, en fait, du mouvement de la matière. En fait, c'est ça. Ici, la succession du temps dans la matière, c'est le mouvement. C'est le mouvement d'instant en instant. Il y a un mouvement qui s'opère dans telle ou telle direction. Et à chaque instant, la science, elle va analyser ce mouvement. Et donc, tout est vu du point de vue de l'espace. Sauf que pour l'humain, il y a cette impression de vécu, cette impression de durée, son expérience, etc., qui fait qu'il va avoir une autre approche de la succession.
du temps. D'accord, ok. Si on prend le cas, encore une fois, de la mélodie, la science, elle va décomposer ça d'instant en instant. Elle va analyser les phénomènes naturels qui sont en en mouvement. Elle va décomposer éventuellement les atomes, voilà, euh, elle va avoir une décomposition beaucoup plus précise et elle va analyser ça uniquement d'un point de vue, on va dire, objectif. C'est ça, en fait. Il y a aussi cette notion d'objectivité de point de vue de la science. Alors que l'humain, quand il va analyser la mélodie, lui, il va le vivre. En fait. Il va vivre cette musique-là. C'est-à-dire il va se l'approprier. Il va y avoir une impression subjective qui va se faire sur cette succession mélodieuse. D'accord, ok. On va continuer, de toute façon, il va donner plus d'explications. Et du coup, la quatrième phrase, donc là, on est à peu près au milieu du texte. Si nous découpons en notes distinctes, en notons d'avant et d'après qu'il nous plaît, c'est que nous y mêlons des images spatiales et que nous imprégnons la succession de simultanéité. Dans l'espace et dans l'espace seulement, il y a distinction nette de parties extérieures les unes aux autres. Ici, euh, si on a cette impression qu'il y a un avant et un après, c'est tout simplement parce que nous rapportons le temps à l'espace. C'est parce que nous imaginons dans l'espace une ligne, une flèche, d'accord, où il y a un avant et un après. Est-ce que pour l'instant ça va pour toi? Oui, oui, ça va. Donc c'est qu'il y a, voilà, on s'imagine dans l'espace, on imagine le temps dans l'espace, Oui. entre un avant et un après. Voilà, c'est pour ça qu'il dit nous y mêlons des images spatiales. Et ensuite, nous y prenons la succession de simultanéité. Donc là, il va donner une explication à cela. C'est-à-dire que dans l'espace, il y a une distinction, et ça, c'est ça en fait le terme ici clé. Le terme clé ici, c'est distinction. C'est qu'il y a une distinction nette entre chaque partie, entre chaque succession d'éléments pour la science. Si on prend une ligne, par exemple, ici, je vais faire une ligne, ici, hop, voilà. Ici, ici sur l'écran, j'ai fait une flèche, tu vois. Et à chaque fois, on a une succession ici d'événements. D'accord? Mm. On voit bien qu'on se le représente dans l'espace. Ça, c'est d'un point de vue scientifique. Mais on voit bien que cet élément, il est distinct de celui-ci. On voit bien que Mm. celui-ci, il est distant de celui-ci. Oui. Et ainsi de suite. La science, elle fonctionne comme ça. Elle met une distinction entre chaque élément qui se succède. Et c'est là Ok. où on arrive au point crucial, c'est que pour l'homme, il n'y a pas de distinction entre chaque élément dans l'espace. Parce que ça fait partie du vécu. Pour l'homme, c'est ça. Si on doit faire une flèche pour l'homme, ce serait ça en fait. Non, attends. Ce serait une ligne, je ne sais pas comment faire une ligne, sauf que voilà. Voilà ce que tu vois ici. Pour Oui, l'homme, il n'y a pas de distinction. C'est tout ça, il y a une continuité, il y a une succession, mais il n'y a pas de distinction entre chaque élément. On a une impression de continuité. Et c'est d'accord. ça qui marque le vécu. C'est comme pour la mélodie. La science, elle va décomposer la mélodie en successions distinctes, alors que l'homme, lui, non.
Eh, D'accord? oui. Est-ce que tu comprends mieux ici? Oui. Voilà. En fait, le terme clé ici, c'est distinction nette de parties extérieures, les unes aux autres. Ça, c'est vraiment la clé ici pour comprendre tout le passage. Ensuite, euh, et là, il reconnaît, enfin, il admet quelque chose. Il admet, parce qu'on pourrait lui faire la critique, mais de toute façon, l'homme, bon, bah, il se place de toute façon dans l'espace. Donc, on peut pas non plus enlever, n'être que dans le temps. L'homme, il fonctionne, enfin, l'homme, il agit, il fonctionne, il réfléchit en fonction de l'espace et du temps. Et c'est là où il nous dit, je reconnais d'ailleurs que c'est dans le temps spatialisé que nous pouvons nous placer d'ordinaire. C'est-à-dire que la plupart du temps, nous percevons les choses en fonction de ce rapport entre le temps et l'espace. Mais là, il revient sur sa définition en disant, donc oui, de toute façon, je vais te laisser expliquer. Je reconnais d'ailleurs que c'est dans le temps spatialisé que nous plaçons d'ordinaire. Donc oui, la plupart, donc, quand nous vivons, quand nous percevons des choses, nous le faisons en faisant le rapport entre le temps et l'espace. D'accord? Ça, tu as compris? Mm. Et ensuite, la phrase qui suit, nous n'avons aucun intérêt à écouter le bourdonnement ininterrompu de la vie profonde. Ça veut dire quoi ici? En fait, ici, il réexplique ces distinctions, mais de manière différente. Ah, est-ce que le bourdonnement ininterrompu de la vie profonde, c'est genre vraiment... Ah bah, ça renvoie à la perception des humains. Oui, et Parce du que, coup, comme ça, ininterrompu. oui, Bah, du mais coup, pourquoi est-ce qu'il dit ça euh, au début de la phrase? Il y a un terme ici, enfin, il y a deux mots, enfin, il y a une expression qui marque, qui explique ça. nous n'avons aucun intérêt Aucun intérêt, oui. Et pourquoi on n'a aucun intérêt à, à bah, faire quoi du coup? à écouter le bourdonnement. Oui, mais c'est quoi ce bourdonnement ininterrompu de la vie profonde? C'est le temps. Oui. Bah, du coup, Euh, En fait, ici, il nous dit, euh, on n'a aucun intérêt à agir comme ça d'un point de vue scientifique, dans notre vie de tous les jours, dans notre expérience de Dieu. Ça sert à rien, en fait, de, de faire ces distinctions nettes de parties extérieures les unes aux autres. Il n'y a aucun intérêt pour l'humain à faire ça. D'accord? Parce que l'humain, lui, il agit en termes de vécu, d'expérience. Et du coup, ensuite, il nous dit c'est quoi le temps réel ici pour Bergson? le temps pour personne, Il y a un moi j'aurais... terme ici qui marque, euh, qui euh, un espèce de synonyme du temps. Pour moi, c'était la... Enfin, quand il parle de durée réelle, Oui, c'est la durée. La durée, ici, elle vient s'opposer un peu à cette succession donc, euh, simultanéité d'éléments qui se suivent. Voilà, je me répète. Parce que la durée, c'est justement une continuité. Cette durée réelle, ce temps réel, c'est la continuité. C'est ce que l'homme perçoit. Parce que l'homme, lui, pour sa vie de tous les jours, pour son progrès, pour s'améliorer, lui, et dans sa vie de tous les jours, ce qui importe, c'est cette continuité. C'est pas
d'avoir une succession nette de choses comme ça, ininterrompues. Parce que l'homme, ce n'est pas le monde des phénomènes naturels mécaniques. L'homme n'appartient pas, il n'agit pas de manière mécanique. Il agit du point de vue de son expérience, du point de vue de son vécu, etc. Mais pas d'un point de vue mécanique. Ok. Et c'est pour ça qu'il nous dit, et cette phrase, elle est absolument percutante et marquante sur ce point, c'est grâce à elle que prennent place dans un seul et même temps les changements plus ou moins longs auxquels nous assistons en nous et dans le monde extérieur. Place dans un seul et même temps. Dans un seul et même temps. Ici, on pourrait même limite surligner ça dans un seul et même temps. Ici, il s'oppose à quoi du coup? Dans un seul et même temps? Euh, Changement. Non. Non, dans un seul et même temps. Il s'oppose à quoi? Et dans un seul et même temps, Ah, ça renvoie à simultanément? quoi? Oui, et dans un seul et même temps, ça renvoie à quoi? Encore une fois, ça renvoie à, dans un seul et même temps, ça renvoie chez l'homme. À la succession? Oui, mais quel type de succession? Pour l'homme? Hmm. Ouais, Comme continuité. Un seul et même temps, c'est parce que l'homme, comme je le dis toujours, il ne perçoit pas les choses d'instant en instant. Il perçoit une continuité. Ça renvoie à nos deux flèches ici, là, sur l'écran. Un seul et même temps. Il n'y a pas plusieurs temps qui se succèdent comme ça, comme on le perçoit, soit dans le domaine des sciences ou dans le monde mécanique matériel. Un seul et même temps, c'est-à-dire que c'est une continuité. Il n'y a pas euh, d'interruption. Il n'y a pas d'interruption d'accord. dans le temps. Il n'y a pas d'interruption. Alors que dans le monde mécanique, il y a des interruptions à chaque instant. Il y a des distinctions nettes à chaque instant. Là, pour l'homme, c'est une continuité. C'est un seul et même temps, depuis toujours. Depuis l'existence de l'homme, il n'y a qu'un seul et même temps qui renvoie à son vécu, à son expérience, etc. Parce que l'homme, ce n'est pas le monde du mécanique. Ce n'est pas le monde euh, purement matérialiste, purement sensible. L'humain, c'est plus que cela. Est-ce que tu comprends? Oui, ok. Est-ce que tu as compris à quoi renvoie un seul et même temps? Oui, oui, ça revoit la perception et la manière dont les humains bah, voilà, ils vivent la continuité. Oui. Euh, donc, c'est cette durée réelle. C'est la continuité. Vraiment avoir à l'esprit, en fait, ces deux flèches, ça peut t'aider pour comprendre le texte. Je mettrai ça de toute façon tout à l'heure. Bon, il est un peu plus compliqué que le texte de 1000, mais quand même, je trouve un peu moins compliqué que celui de Leibniz. Et en fait, un texte compliqué, c'est peut-être avantageux lors d'un bac, parce que justement, quand on trouve face à un texte compliqué, on se dit, mais pourquoi il est compliqué? Et ça va nous forcer à nous poser des questions et à nous voir quelles sont les distinctions qu'il fait. Pourquoi est-ce qu'il fait ces distinctions-là? Quelles sont les définitions qu'il fait? Pourquoi est-ce qu'il y a ainsi une différence entre durée réelle dont il parle et
la distinction nette des parties réelles les unes après les autres. Tu vois? Oui. Alors qu'un texte simple, on se dit, bah, c'est bon, il est simple. Et après, quand on va rédiger le devoir, en fait, on va faire de la paraphrase. On va faire de la paraphrase et on ne va pas réussir à dégager ce qui est implicite. Ça fait travailler le neurone, hein. Mm. Ça, c'est Bergson, de toute façon. Je vais te laisser quelques instants pour essayer de problématiser, trouver une problématique. Ça marche? Oui. Je vais te laisser allez, 5-10 minutes. Ok.
Je te laisse 1 ou 2 minutes. D'accord. Tu veux qu'on corrige? Ou je te laisse un peu plus de temps? Non, on peut corriger, je pense. Mm. Alors, alors, je me suis posé la question, enfin, l'auteur pose la question, qu'est-ce que le temps et pourquoi n'est-il pas perçu et traité de la même façon par les humains et par la science? Alors, qu'est-ce que le temps? Non, parce que ça, il faut éviter ces questions générales en problématique. Ne jamais poser ce genre de questions. Parce qu'on n'est pas là bon, pour faire un cours, mais plutôt pour adapter le cours à la problématique, enfin, au sujet de dissertation. Et c'est quoi la suite de... Est-ce que tu peux me répéter la suite? Euh, ok. Euh, Pourquoi le temps n'est-il pas perçu et traité de la même manière par les humains et par la science? Euh, oui, en fait, j'aurais pas dû parler de science, mais j'aurais plutôt... euh, pourquoi le temps n'est-il pas perçu de la même manière que... euh, euh, hmm. Oui, hmm. Oui, oui, éventuellement par la science ou, ou éventuellement une perception commune, enfin commune classique. Ouais. Oui, ouais, on va dire par la science. Oui, c'est très bien. Pourquoi on n'a pas une perception pourquoi n'y a-t-il pas pourquoi n'y a-t-il pas la même perception du temps par la science et par l'humain? Euh, oui, c'est pas mal. Il faut juste après, bon, problématiser un peu en amont, tout simplement dire que euh, pour Bergson, il y a une continuité. Enfin, le temps est perçu par l'homme comme une continuité, à la différence de la science ou oui, de la science qui perçoit le, euh, la- le temps comme des éléments successifs, distincts comme une succession d'éléments distincts. Mm. Alors, je vais moi donner la problématique. Alors, et il revient ici, du coup, il remet aussi en question cette conception passé, présent et futur. Il remet un peu en question ça. En fait, il n'y a pas lieu de parler de passé, de futur ou de présent. Ça aussi, il remet un peu en question parce que tout est une continuité. Tu vois? Oui. Je vais le noter ça sur le tableau, pas sur l'écran. Il, voilà.
Donc, ma problématique, si traditionnellement on considère le temps comme une distinction entre le passé, le présent et le futur, comme si euh, nos expériences elles étaient isolées les unes des autres, mais non, 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 j'ai changé. Donc, traditionnellement, on considère le temps comme, comme une distinction entre le passé, le présent et le futur. Toutefois, cette décomposition du temps euh, n'interfère-t-elle pas avec euh, n'interfère-t-elle pas avec notre impression de continuité exprimée par notre expérience, nos expériences. Allô? Tu m'entends? Ouais. Oui, je vous entends. Écrivez en fait. Ok. Je vais le remettre. Je vais l'écrire de toute façon. Merci. Bon, c'est un peu long, mais je vais le. euh, dans une, une action passée comme une distinction, comme une succession, comme une succession, comme une succession, comme une distinction, comme une succession passé, présent et futur, comme une succession distincte plutôt, distincte entre présent et futur. Je crois. Euh, toutefois, toutefois ne s'oppose-t-elle pas à la durée comme à la- autant ne s'oppose-t-elle pas à à la, à la perception du temps chez l'homme comme vécu, comme euh, toutefois ne s'oppose-t-elle pas à la perception du temps chez l'homme comme vécu, vécu, comme une durée, comme une voilà une durée une durée qui est vécue. Toutefois ne s'oppose-t-elle pas à la perception du temps chez l'homme comme une durée euh, comme une durée, comme un vécu, ouais, comme, comme quelque chose de, comme un vécu, comme durée. Et, comme durée ou comme continuité. Ça, comme continuité. Voilà. On va aller un peu à rallonge la problématique, mais bon, voilà. Au moins, comme ça, on a tout ce qu'il faut. De toute façon, ça, je le mets tout à l'heure D'accord, merci. dans le rapport. Hop, voilà. Euh, bon, une fois qu'on a dit ça, maintenant, c'est le plan, texte et la décomposition du coup, texte ici. Euh,
Ouais, il nous reste 40 minutes. Je vais te laisser 10 minutes pour Ok. voir en deux ou trois parties, tu me diras. Et ensuite, que tu mets un peu dans chaque partie.
Est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est bon ou tu veux que encore 1 ou 2 minutes? Non, c'est bon, je pense. Excusez-moi, j'avais pas mon casque. Tu veux qu'on corrige? Non, non, oui, oui, c'est bon, je pense que c'est bon. D'accord. Alors la division, bon, elle n'est pas aussi évidente qu'on pourrait le croire. Je vais te laisser me dire ce que tu as mis. En fait, moi, j'ai fait de la première à la troisième ligne, de la D'accord. troisième à de la... attendez, la troisième à la un, à la neuvième, et après, voilà le reste. Moi, le premier, j'allais dire les définitions. Enfin, non, ce qu'est et ce que n'est pas le temps selon, voilà, 1000. Robertson. Ah ouais, oh, bah, ça me fait. Après, après j'allais parler des exemples qu'il nous donne. Il appuie son argument, enfin, il explique, oui, il explique son argument grâce à deux exemples. Donc, le petit H parlerait justement de la musique, de la mélodie, et le Mais du petit coup, B, je parle. ça c'est dans le grand 1 là? Ah non, c'est le grand 2, désolé. Ah, d'accord. Et du coup, le grand 2 c'est quoi les titres du grand 1? Euh, T'as pas mis de titre ou t'as juste mis des réflexions? Bah, en fait, j'ai pas trouvé de titre pour le grand 1. D'accord. Et pour le grand 2? Le grand 2, j'ai trouvé, enfin, j'ai trouvé que j'ai pris. Alors, le grand axe du 2, c'est les exemples que Bergson met en avant pour expliquer son argument. Mhm. Enfin, j'ai écrit sa perception, voilà. Et après, petit A, l'exemple de la mélodie. Petit Mhm. B, l'exemple de l'espace. Euh, D'accord. et comment ça s'appelle? Le grand 3. Bah, le grand 3, j'ai des idées, mais à chaque fois, ça problème, ça n'arrive pas à le remettre en argument. Alors, le grand 3, je dirais. euh, Attendez,
J'arrive pas à trouver d'exemple pour, enfin, de titre pour le grand 3. Oui, c'est pas grave, donne-moi juste les idées essentielles. Bah, du fait qu'en fait, enfin, moi, c'est à partir de la ligne 9 et du coup, que c'est pas, enfin, c'est pas, euh, enfin, on vit, enfin, voilà, on vit en fonction comment ça s'appelle, des changements. Et, enfin, voilà, on vit avec cette, en fait, la manière dont nous les humains, enfin, Percevant percevons ce, le temps. percevons cette continuité, cette sorte de Oui, continuité indivisible, et bah, c'est comme ça, enfin, c'est comme ça que l'on vit, voilà, c'est le temps du vécu, le temps de l'expérience. C'est ça. Euh, alors, en fait, ici, le grand 1, il va jusqu'à la ligne 8. la ligne 8. On va intégrer toute cette partie. On va intégrer aussi l'exemple de la mélodie. Tout cet exemple de la mélodie, donc jusqu'à la ligne, jusqu'à cette impression, c'est le grand 1. Alors, ça fait un grand 1, mais enfin, ça fait une grande partie, mais c'est pour parce que ici, il est en train en fait d'expliquer que le temps, ce n'est pas un avant et un après. Et il donne l'exemple de la mélodie. Et l'exemple de la mélodie, c'est le grand B. Ensuite, le grand 2, de toute façon, après, je vais donner plus d'explications. C'est donc de la ligne 8 à la ligne 15. Et les trois dernières phrases, c'est le grand 3. Alors, le grand A, il va se focaliser sur le grand A du grand A, il va se focaliser sur sur les trois premières lignes du texte. Et ici, en fait, il ne remet pas en question, comme on l'a dit tout à l'heure, cette continuité divisible d'instants différents, enfin de moments différents, mais simplement, ça ne peut pas s'appliquer à la vie humaine. D'accord? Oui. Et ça, euh, en fait, ici, il remet en partie, enfin, il remet en question en partie la conception d'Aristote. Dans un ouvrage qui s'intitule Physique. Notamment, c'est la conception classique des choses qui est héritée d'Aristote. Parce que, est-ce que pour toi, le passé et le futur, ça existe? Oui, Est-ce que là, actuellement, le passé et le futur existent? Qu'est-ce qui oui. existe là? Là, on est en présent. Oui? Du coup, Bah, le futur, il va exister, mais le passé aussi va exister. il a existé. Oui. Mais du coup, est-ce qu'il existe? Ah non, Non. Et le futur? il n'existe pas, il va exister. Voilà. Donc en fait, pour Bergson, et ça, la plupart des, et ça tout le monde, enfin, tous les philosophes sont d'accord sur ça, que le passé n'est plus, donc il n'existe pas, et le futur arrivera, donc il n'existe pas encore. Donc il n'existe pas. Et Aristote, lui, bon, il a conscience de ça, bien entendu, et il nous dit qu'en fait, la perception du temps, c'est un changement d'état d'un instant à un instant. En fait, c'est des états différents. C'est-à-dire qu'on passe d'une situation, état, c'est une situation à un autre. C'est des états, ça peut être des états émotionnels. Par exemple, d'un instant à un instant.
Donc, en fait, lui, il perçoit le temps de cette manière-là. Il y a des distinctions d'états successifs, de moments, de situations, d'impressions, états ou impressions successives. Sauf que pour Bergson, c'est pas possible, parce que tout est une continuité, et pas des états différents les uns des autres. En fait, il ne nie pas, c'est ce qu'il dit, il ne nie pas le temps comme implication de succession, c'est une succession, parce que sinon on ne pourrait pas distinguer le passé du présent et du futur, mais simplement, il n'y a pas cette différence, c'est une continuité. Il n'y a pas cette différence de moments qui se succèdent pour l'humain. Et ensuite, il va donner un exemple, parce qu'il sait bien que c'est un peu flou dans l'esprit des gens, donc il va donner l'exemple de la mélodie. Maintenant, imagine-toi que tu découpes la mélodie en leurs notes. Est-ce que tu entends la mélodie? Si tu découpes la note, si tu divises Bah, non. la mélodie en notes, que tu cites chaque note, est-ce que Non. désormais tu entends la mélodie? Non. Non. Tu entends quoi? Dans les notes? Voilà. Donc ça n'a plus rien à voir avec la mélodie. Est-ce que tu comprends mieux là, Oui. ta représentation du temps? Ouais, je comprends. Parce que la mélodie, elle n'existe parce qu'il y a cette continuité indistincte, indivisible. Et au moment où on divise la mélodie disparaît. C'est pour ça qu'il donne le cas de la mélodie. C'est parce que l'homme, quand il écoute une mélodie, au fond, ça fait parler son vécu, ses sentiments, ses émotions, son expérience. Il n'a pas un esprit mécanique où il va diviser chaque note. Ça n'a aucun sens. Et c'est pour ça qu'à la fin du texte, il dira ça n'a aucun intérêt. Et ça, c'est notre grand B. Est-ce que tu comprends mieux ici la différence Oui. avec la mélodie? De toute façon, ici sur l'écran, je t'ai mis je t'ai rajouté des indications supplémentaires. Ensuite, donc une fois qu'il a expliqué ça, il va parler du rapport entre le temps et l'espace. Et ça va être notre grand 2. Le grand 1, c'est euh, le temps pour l'homme n'est pas caractérisé par un avant et un après. Donc par une continuité, par un présent continuel. Et le grand 2, euh, le temps qu'on va décomposer, il est spatialisé. Donc il y a le rapport entre le temps et l'espace. Enfin, le grand 2, c'est le rapport entre le temps et l'espace. Ici, au début du texte, il nous dit que habituellement, on définit le temps et l'espace ensemble. Quand on parle de l'espace, ou quand on parle du temps, on parle en même temps de l'un ou de l'autre. Et c'est pour ça que, là,
C'est pour ça que très souvent, on se représente une ligne où on va mettre des traits, ou alors on va séparer ici, comme j'ai fait, entre, voilà, pour marquer chaque événement. Mais pour Bergson, le temps, ce n'est pas une frise chronologique. Le vrai temps, ce n'est pas ça. Et s'il donne s'il parle de ce rapport avec l'espace, c'est parce que quand nous parlons du temps, nous le spatialisons. Alors que si on revient sur le cas de la mélodie, on voit bien que si on commence à spatialiser la mélodie, on tombe sur les notes. Si on inscrit dans l'espace, dans une ligne, la mélodie, à un moment donné, on va marquer chaque note à chaque moment de l'espace. Mais si on fait ça, ben, la mélodie, elle disparaît. Ça va, tu Mhm. comprends? Ouais. Si on prend, je sais pas, n'importe quelle chanson, si on commence à décortiquer chaque note dans l'espace qui se suit, c'est d'ailleurs les, les partitions. Les partitions. Une partition musicale, tu vois bien que si tu lis chaque note à chaque moment, tu vois, les partitions, elles sont inscrites dans l'espace. Tu Ouais. vois bien? Tu vois bien, c'est des lignes comme ça, dans un cahier, et tout est fait dans l'espace. Mais si tu récites chaque note à chaque instant, bah, la mélodie, tu vas pas la comprendre. Donc c'est pour ça qu'il faut aller au-delà de cette notion d'espace. Il faut écarter l'espace et le temps. Il faut séparer l'espace et le temps pour comprendre le temps réel chez l'homme. Et ensuite, Bergson, il nous parle de l'expérience commune de tous les jours. Je reconnais d'ailleurs que je reconnais d'ailleurs que c'est dans le temps spatialisé que nous nous plaçons d'ordinaire. Ici, quotidiennement, on voit bien qu'on a un emploi du temps. D'accord? On a un emploi du temps. Le matin, je prends mon petit déjeuner, après je vais au travail, et je vais manger, etc. Et on s'organise comme ça dans la journée. Ça, il est conscient de ça. Il sait que nous nous organisons comme ça. Sauf que ça, cette décomposition comme ça de la journée n'a aucun sens. Enfin, elle est utile, d'accord, elle est utile, mais conceptuellement, c'est faux pour lui. Ok. Et quand donc, nous, on passe notre temps à établir des emplois du temps et à s'organiser en fonction de cet emploi du temps. Mais dès qu'on agit, dès on, on se met au travail, par exemple, voilà, on arrive au travail, c'est le moment de la journée, voilà, où je dois faire ça. Mais quand on commence à faire la chose en question, quand on commence, par exemple, à rédiger un texte, ben là, il n'y a plus de spatialisation, tout est en continu. Tu vois, ici, là, actuellement, on est en train de travailler tous les deux, on n'est pas en train de décomposer le temps. Tu sais, Ouais. on est en train de vivre ce temps-là. Mais on a un emploi du temps. On sait qu'entre midi et 14 heures, c'est le cours de philosophie. Voilà. Mais ça, en Ok. fait, c'est utile dans notre emploi du temps. Mais une fois qu'on fait l'activité en question, ben, c'est une continuité indivisible. C'est une continuité, on ne va pas séparer chaque instant. On ne va pas faire comme ça des emplois du temps et des sous-emplois du temps, etc. Ça n'a aucun sens. Donc ça, c'est le grand 2.
Et ensuite, le grand 3, et en fait, c'est vraiment cette, cette conception du temps comme durée, comme continuité qui nous permet vraiment de comprendre le changement. Donc le temps, le grand A, c'est le temps va se définir comme une durée. Ça, c'est la fin du texte. C'est la durée réelle. Ça, c'est extrêmement important, la durée réelle. Donc c'est le temps, c'est la durée réelle. La durée réelle, par exemple, si on fait appel à notre passé, euh, les moments qu'on a vécus et tout ça, ils sont pas séparés de ce que nous sommes. On a un lien avec ce passé. On a un lien. Quand nous remémorons des moments de joie, à ce moment-là, on va éprouver un peu de joie, on va être content, on va être, voilà, ça va peut-être même nous illuminer la journée, parce qu'on a un lien avec ce passé. Il n'est pas séparé de nous. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Même si ce Oui. passé n'existe pas, il y a cette réminiscence, ce rappel qui fait que je suis lié à ce passé. Il y a quelque chose qui est distinct. C'est ça la durée, la vraie durée pour personne. Et enfin, la dernière partie, ça veut dire que si on veut arriver à décomposer le temps, comme fait la science, comme nous le faisons lors de nos emplois du temps, nous devons d'abord en première instance, considérer le temps comme une continuité. Et c'est parce que nous considérons d'abord le temps comme une continuité qu'ensuite on peut le décomposer. On peut l'analyser d'un point de vue scientifique. Et c'est pour ça que c'est grand, c'est grâce à un seul et même temps, d'abord, qu'ensuite on peut, euh, qu'on peut ainsi euh, comprendre les changements dans le temps, qu'il y a un avant, qu'il y a un après, et ainsi percevoir ces changements. Si on peut percevoir ces changements dans le temps, c'est parce que justement, on considère c'est d'abord ce temps comme continuité. C'est bon pour toi? Vraiment. Juste par rapport à l'exemple de l'espace, est-ce que vous pourriez un peu me réexpliquer, s'il vous plaît? Oui. Alors, si tu prends la partition musicale, tu vois bien que les notes, elles sont décomposées dans le temps. C'est pas les mêmes notes en plus, elles sont distinctes les unes des autres. Parce que sinon, tu serais sur une même note continuelle comme ça, et ce serait pas de la musique. Tu ferais par exemple A comme ça, ça n'a aucun sens. C'est parce qu'il y a des différences de ton. Et ça, pour pouvoir faire une musique, tu es obligé de le spatialiser dans un espace, d'accord? Et quand tu fais ça dans l'espace, tu marques chaque note individuellement. Mais quand tu fais ça, tu es obligé, à un moment donné, de, 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 euh, avec ton instrument, tu es obligé avec ton instrument de lier ces notes entre elles. Quand tu joues de la musique, tu, euh, tu ne,
tu ne récites pas chaque note à chaque instant, parce que sinon ça n'aurait aucun sens. Mais tout simplement, tu vas jouer une mélodie qui va lier chaque note entre elles. Alors que si tu t'amusais à, euh, à énoncer chaque note, tu ferais la, lo, et, etc. Tu vois? Oui. Et ça, c'est la Alors, musique. L'espace, c'est la alors même chose. pardon? Ça, c'est la musique, c'est l'exemple de la musique. Oui? Et celle de l'espace. Mais c'est ça. C'est parce que, en fait, quand tu veux représenter le temps, ben, tu es obligé de le spatialiser. Le spatialiser, euh, c'est euh, euh, c'est mettre ces lignes-là de notes. C'est ce que je t'ai mis ici, là, les flèches. Ah, j'ai cru l'espace, le vrai espace. Le L'espace-temps, quoi? quoi. Il y a un Oui, espace. oui, l'espace, en fait, c'est quand tu veux spatialiser le temps, la musique, ben, tu es obligé de l'écrire sur un espace, tu vois, sur un Hmm. cahier, et tu décomposes chaque note, tu vois, D'accord, sur ok. une ligne spatiale, sur une ligne spatiale. Sauf Ok. que si tu fais ça, bah, la musique, elle disparaît, la mélodie, elle disparaît. Tu es obligé ensuite de lier chaque note entre elles pour faire de la mélodie. D'accord, ok. Voilà. Donc c'est sur la base de la perception du temps comme continuité, comme pure continuité, ok, que l'on peut ensuite décomposer le temps. On peut ensuite ouais, il nous reste 2 minutes. Décomposer le temps. De toute façon, je vais rajouter des trucs. Euh, donc, il nous reste 2 minutes. Tout simplement, bah, pour te dire, bah, écoute, bonne continuation et bon Merci. courage pour le bac. Merci Voilà, beaucoup. stresse pas trop. Voilà, surtout ne pas stresser. Ça sert à rien de toute façon. Et en plus, quand on arrive stressé, c'est là où on risque de se tromper. Hmm. Et dis-toi que quand il y a, que si le texte, s'il y a des passages qui sont difficiles, c'est au fond une bonne chose parce que là, tu es face à un problème et essaye de procéder justement par, comme on l'a vu, par méthode, essaye de voir quelles sont les tensions dans le texte, les différences, les oppositions, les définitions, etc. Et pourquoi? Se poser des questions pourquoi? Est-ce qu'il dit ça? À quoi ça renvoie? Qu'est-ce que c'est? D'accord, Voilà. merci. Le ferai. Bah, merci. Allez, bon courage. Merci à vous aussi, au revoir. Au revoir.